Monsieur, peuple congolais, je vous informe que les tortionnaires opérant à la DGST à Brazzaville sont désormais classés au premier rang mondial des tortionnaires les plus cruels existant au monde en ce début du XXIe siècle. Souvenez-vous du cas du résistant Kalakala qui fut torturé et tout le corps complètement défiguré et laissé pour mort à côté du CHU de Brazzaville. Le cas actuel est celui de l'étudiant Nelson Apanga qui, après avoir subi des scènes de torture, tout son appareil urogénital est en danger. Ce sont là deux seulement cas d'école parmi des milliers d'illustrations de cette sauvagerie barbare opérant pour le compte criminel du dictateur Denis Sassou Nguesso. Bien entendu, celui-ci n'a d'humain que ses caractéristiques physiques. En réalité, c'est quelqu'un sans âme ni conscience, sans foi ni loi. Donc nous sommes en présence d'un dictateur à caractère cynique, paranoïaque, hystérique, pervers, à caractère antisocial et surtout criminogène. Cela veut dire que tout un peuple est en danger. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est que c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc le poisson pourrit toujours par la tête. Quand vous mettez à la tête d'un pays un individu de cette nature, il est sûr et certain que tout un peuple est en danger parce que lui, au sommet de la pyramide de la barbarie, de la cruauté, de la sauvagerie, les conditionne ou encourage les citoyens à la criminogénie, à la criminalité, à la barbarie et à la cruauté dans les familles tortionnaires de la DGST. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi les tortionnaires de la DGST au Congo-Brazzaville sont-ils si cruels ou barbares à la fois? Pour l'expliquer, il faut avoir à l'esprit que l'homme n'est bon. C'est la société qui les transforme. Pensez déjà Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Mesdames et Messieurs, peuple congolais. Je répète, pourquoi les tortionnaires de la DGST au Congo-Brazzaville sont-ils si barbares et cruels à la fois? Pour l'expliquer, nous allons d'abord entrer dans le lycée scientifique de notre sympathique cerveau pour comprendre les mécanismes de la barbarie et de la cruauté de ces tortionnaires déshumanisés. Bien entendu, je vais éviter d'entrer en profondeur sur des éléments un peu compliqués. Non, je resterai sur les fondamentaux qui puissent étayer ou expliquer ou montrer aux yeux des citoyens le fonctionnement de notre cerveau par rapport au comportement précité. Et après, j'irai voir aux côtés des relations sociales dans notre environnement, c'est-à-dire cet environnement socio-culturel, et voir les problèmes d'éducation à venir après la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les tortionnaires de la DGST au Congo-Brazzaville sont-ils si barbares et cruels à la fois? Je vous informe que nous allons entrer en profondeur dans notre sympathique cerveau. Regardez ce drapeau. Il est le drapeau de la République du Congo-Brazzaville. Vous avez trois couleurs. Rouge, jaune, vert. Donc, imaginez que
Ce drapeau représente notre masse encéphalique totale. Cela veut dire notre tête. Et pour expliquer le comportement précité, je vais diviser notre sympathique cerveau en 3 parties. Chacune avec ses fonctions et ses rôles, et voir ses responsabilités dans la barbarie et la cruauté. Mesdames et messieurs, peuple congolais, si je devais diviser notre sympathique cerveau en 3 parties, fonctions et rôles, je commencerai d'abord par la partie rouge. Le rouge, c'est le cerveau reptilien, le premier cerveau. On l'appelle aussi le cerveau social. D'abord, le premier cerveau, pourquoi? Parce qu'il est archaïque, il est primitif, il est très développé, c'est les animaux inférieurs. En commençant par les rongeurs jusqu'aux petits mammifères. Il est très développé là-bas. Mais par contre, chez nous, il est moins développé. Chez l'homme, il est moins développé. Il n'occupe que 3% de la masse encéphalique totale de notre tête. Oui, le cerveau reptilien, parce qu'il est archaïque, il est primitif, il est ancien. Le premier cerveau, c'est celui-là. Il est dit cerveau social. Pourquoi social? Parce que regardez ce cerveau qui est rouge, le rouge, à partir de ce drapeau, rouge parce qu'il est à côté de, si on faisait une coupe comme ça, il est à côté de nos oreilles, de la bouche et compagnie. Il est social parce que c'est là où arrivent toutes les informations venant des 5 sens de notre environnement. Parmi les 5 sens, il y a bien sûr l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher et le goût. Toutes ces informations arrivent au niveau de ce premier cerveau. Et j'expliquerai par la suite les mécanismes qui lient les 3 cerveaux que je vais vous expliquer. Donc, nous sommes en présence du premier cerveau. On l'appelle aussi le cerveau de l'intuition. Pourquoi intuition? Parce que c'est les animaux, ils représentent l'instinct. Donc, par équivalence, c'est-à-dire, c'est les animaux, c'est le cerveau de l'instinct. L'instinct animal. Vous savez que chez l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel, c'est-à-dire de la loi de la sélection naturelle, de la loi du plus fort, de l'instinct, de la sauvagerie. Oui, ce cerveau est le cerveau des fonctions primaires. Oui, chez nous, on l'appelle le cerveau, bien sûr, de l'intuition, mais il est aussi le cerveau de l'inconscience. Oui, la plupart des fonctions primitives sont dans ce cerveau-là. Eh bien oui, et parmi ces fonctions primitives, nous citons l'agressivité, la violence, le repli sur soi-même, la cruauté et compagnie. Mais je vais vous expliquer, ce n'est pas lui qui est le responsable, mais le responsable est plus au-dessus. Et que je pourrais vous expliquer par la suite. Donc vous venez de comprendre que le rouge représente le premier cerveau. Le reptilien, l'archaïque. Il est moins développé chez nous. Il n'occupe que 3% de notre masse encéphalique totale. On l'appelle le cerveau social parce qu'il est le cerveau des liens sociaux ou qui est en lien avec les 5 sens venant, qui captent les informations venant de notre environnement.
Après le premier cerveau, nous passions maintenant au deuxième cerveau. Là où vous voyez le jaune. On l'appelle le limbique. Le limbique, il est aussi appelé le cerveau affectif ou des liens affectifs. Vous avez vu que le premier, c'est celui des liens sociaux, parce qu'il est en direct avec l'environnement extérieur. Mais là, le jaune, qu'on appelle le limbique, il est le cerveau affectif. Il occupe 7% de notre masse encéphalique totale, donc de ce drapeau. Mais si les proportions ne sont pas les mêmes, bon. Donc ici, le cerveau limbique, ou le cerveau affectif, qui occupe 7% de la masse encéphalique totale, chez nous, il est le cerveau de la formation de la mémoire. Oui, la mémoire à court terme, il est géré par une structure qui s'appelle la mygdale. Et pour la mémoire longue, une fois les informations stockées, c'est l'hippocampe qui s'en charge. Donc, le milieu, c'est le cerveau de la formation de la mémoire, le limbique. Mais il est aussi le cerveau de la formation ou de la gestion des émotions. Pourquoi les enfants pleurent si facilement? Parce qu'ils sont trop petits et qu'ils ne sont pas capables encore de gérer leurs émotions. Donc la gestion des émotions est une construction mentale. Donc ce cerveau, le jaune, il est le cerveau de la gestion des émotions. Bon, nous avons une palette d'émotions. C'est comme la tristesse, la joie, l'envie, le dégoût, la peur, la colère, la soumission, etc., etc. On l'appelle aussi le cerveau, et il représente le subconscient par rapport à celui qui est au-dessus, le troisième que je vous parlais, qui représente le cerveau de la conscience. Donc, le jaune, il est le cerveau de la gestion des émotions, il est le cerveau de la formation de la mémoire, il est aussi le cerveau qui dirige toutes les fonctions autonomes. Ce cerveau est très important. Pourquoi les fonctions autonomes? On appelle le système neurovégétatif. Je ne vais pas aller très en profondeur, je vais être le plus simple. Fonction neurovégétative, c'est comme un arbre qui part de ce centre qui s'appelle l'hypothalamus, qui est situé quelque part au milieu, et qui dirige toutes ses fonctions comme un arbre qui passe sur la moelle épinière avec les bras, les nerfs et compagnie, les artères, tout ça sur les bras, sur les pieds et tout le corps, ça fait comme un arbre. C'est pourquoi on appelle ça le système neurovégétatif. Il est le système autonome, pourquoi? Parce que c'est le centre de commande. Déjà, il faut dire que la respiration, la digestion, le rythme cardiaque, les fonctions rénales, toutes les fonctions autonomes. Donc vous pouvez dormir tranquillement et respirer. Vous pouvez dormir tranquillement et digérer. Vous pouvez dormir tranquillement, le corps continue à battre. Mais à cause de à quelle partie? C'est là, c'est ce cerveau qui est le centre de commande de tout. Et il est aussi très important parce que ce centre de commande ne peut se faire sans qu'il y ait la production d'hormones. Donc il est le centre de production de la plupart des hormones. Donc les fameux endorphines, qui sont des hormones, qui sont, comme on dit, c'est de l'héroïne dans notre sympathique cerveau, donc
ça crée le plaisir. La production d'endorphine, c'est le plaisir. Bon, vous avez aussi l'ocytocine, qui est l'hormone qui est liée au lien affectif. Oui, les liens affectifs, c'est là, parce que les émotions sont étroitement liées aux liens affectifs. Et n'oublions pas, je ne vais pas aller en détail, par exemple, les catécholamines, qui commencent les tyrosine, dopamine, noradrénaline, adrénaline. Vous savez que la dopamine, elle a un rôle clé déjà sur la motivation, la motricité. Pardon, excusez-moi. Un rôle clé sur la motricité, sur la motivation, surtout agit sur les mécanismes de comportement en société. Bien sûr que quand on voit la dopamine, le manque de dopamine peut créer parfois les maladies de Parkinson, voilà, de Parkinson. Bon. Et le taux de dopamine peut créer des phénomènes comme on voit, de prise de risque. Hein. Par exemple, on a remarqué que les gens qui avaient une grande production de dopamine oui, avaient tendance à des prises de risque, à des comportements sensationnels. Oui, et voilà, donc vous voyez déjà ça. Donc, mais tout ça, au profondeur, est lié à l'expression de certains gènes, dépendant bien sûr des prédispositions innées transmises de manière par le chromosome X, c'est-à-dire en famille, par des lignées, mais aussi dépend aussi des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire l'environnement. Mais je dis, comme on revient sur la dopamine est très importante parce que une fois produite, elle se transforme en noradrénaline. Vous savez que la noradrénaline, c'est l'hormone qui joue l'équilibre du rythme cardiaque. Hein. Donc, vous voyez déjà les pulsations cardiaques, c'est la noradrénaline. Le produit final, c'est l'adrénaline. Vous connaissez l'adrénaline au niveau des émotions. Adrénaline et émotion est là. Donc, vous voyez, le jaune est très important. Donc, le deuxième cerveau, c'est le cerveau limbique, le cerveau des émotions, le cerveau de la formation de la mémoire, c'est celui qui représente le subconscient, c'est le centre de production de la plupart des hormones qui touchent non seulement la respiration, la digestion, beaucoup de métabolisme cellulaire et plein de choses qui sont là dans le métabolisme basal et compagnie. Donc, je ne veux pas rentrer en détail sur la biologie cellulaire et moléculaire parce qu'il est au cœur de ces mécanismes. Oui, bon, n'oublions pas les liens affectifs, je vous l'ai dit, et surtout qu'il est le centre des fonctions autonomes. C'est pourquoi on parle la mort végétative. Donc, quelqu'un qui ne peut plus parler, une mort végétative, on voit qu'il y a encore ces fonctions qui sont encore autonomes, donc la personne n'est pas encore morte. Donc, il faut comprendre ces mécanismes-là au niveau surtout aussi de la médecine. Donc, vous venez de comprendre que ce cerveau est très important aussi pour nous. Donc, on passe maintenant au plus gros, c'est-à-dire le cognitif. Le cognitif, oui, c'est le troisième cerveau. Bon, il est là, il occupe, en réalité, on dit 90%, mais en réalité, il occupe plus une grande partie de la masse encéphalique totale. Donc, si on devait répartir, donc lui, les autres seront 3%, 7%, et lui, 90% de la masse encéphalique totale. Mais il est le siège de l'intelligence, ce cerveau. Mais il a des fonctions comment? Quelles sont ses fonctions? Il est d'abord, on peut citer, il y en a plein de fonctions pour ce cerveau-là. Donc, ce cerveau, hein, en vert, oui, il est le cognitif, il est le cerveau de la conscience, de la raison, du raisonnement, du langage, de la logique. Il est le cerveau de la motivation et des sentiments. Donc, nous avions trois parties. Ça, c'est en rouge, c'est le cerveau de l'inconscience. En jaune, le cerveau de l'inconscient. Et en rouge, le cerveau de la conscience. C'est là où repose l'âme et le psychisme, au niveau
du cognitif. C'est là, en vert, là où se repose l'âme et le psychisme. Vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, maintenant, nous allons entrer en profondeur pour voir comment... voilà. Donc, on revient sur ces trois cerveaux en regardant d'abord ce drapeau. Bon. Donc, je vous informe que chaque jour, des milliards d'informations parviennent au quotidien à travers les 5 sens. Donc, les toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe et le goût. Et ces informations parviennent d'abord au cerveau 1, c'est-à-dire le reptilien ou social. Celui-ci envoie instantanément ces informations au deuxième cerveau, le limbique ou l'affectif, qui les transforme immédiatement en émotions. Mais la vie n'est pas faite que d'émotions. D'où l'intervention du troisième cerveau, le cognitif. Celui-ci a pour fonction de transformer aussi les émotions en sentiments. Le pour ou le contre, le bien contre le mal, etc., etc. Mais comme par ailleurs, l'individu est submergé d'émotions, le cerveau de celui-ci fait blocage ici entre le 2, le limbique, et le 3, cognitif. Donc, le 3, le cognitif, est alors temporairement désactivé, qu'on appelle le fait miroir. Et le 2 commande le 1, le reptilien. Et celui-ci s'exprime en réaction émotionnelle par la production, soit des catécholamines, donc la dopamine, noradrénaline, adrénaline, ou par les endorphines, ou par les glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes et tous ces hormones-là. Mais ces hormones-là, une fois produites, ont des effets dévastateurs sur les fonctions du premier cerveau, c'est-à-dire le reptilien. Donc, et celui-ci, par exemple, quand le cognitif est bloqué, et le cognitif est bloqué, donc l'émotion, celui des émotions et de la production de ces hormones, on voit sans contrôle, oui, en réaction, oui, émotionnelle. Donc, la personne peut se comporter soit par les réactions de peur, de dégoût, de tristesse, de haine, de rancœur, d'agressivité, de violence, de barbarie, de cruauté, de repli sur soi. Bref, de manière soit primaire ou primitive, et voire instinctive ou inconsciente. Donc, toutes ces mécanismes-là, nous sommes au cœur du premier cerveau, c'est-à-dire le reptilien. Donc, le TAG, c'est-à-dire le cerveau 3, il a pour rôle de faire le pour et le contre, gérer, arbitrer et faire la synthèse. Mais alors que quand l'information est bloquée, là, comme je vous l'ai dit, il y a une réaction incontrôlée du premier cerveau qui est liée à des mécanismes primaires comme la barbarie, la cruauté et autres. Donc, vous venez de comprendre en partie, et c'est ça. Mais, bien entendu, pour que cela puisse marcher comme ça, il faut que la personne soit constamment submergée d'émotions. Donc, c'est peut être un effet d'entraînement. On vous entraîne à la violence, à torturer les gens. Chaque fois, on vous répète ça. C'est comme un effet d'entraînement. Donc, on vous répète ça, hein, on vous demande de torturer les gens. Vous torturez. La première fois, il va pleurer. Pourquoi il pleure? Pourquoi il a les dégoûts? Parce que ce n'est pas possible. Parce que
encore là, le cognitif agit encore. Au moment où tout est bloqué, il n'y a plus de cognitif, donc il devient seulement avec le limbique et les reptiliens, donc il devient animal, sauvage. Je vous informe que le premier cerveau est très développé, c'est les animaux inférieurs, bien sûr, mais il me semble que les torsionnaires développent beaucoup plus de fonctions primitives, comme le cerveau, les fonctions de, de violence qui sont liées à ce cerveau primaire sont plus activées. Donc, c'est un réflexe acquis. Donc, ils sont conditionnés, oui, donc ces réflexes conditionnels à la violence. Mesdames et messieurs, vous venez de comprendre pourquoi ces personnes, au niveau des mécanismes de la barbarie et la cruauté. Donc, si je devais résumer d'abord cette partie, donc l'information arrive au premier cerveau en rouge, les reptiliens. Il est vite transformé en émotion. Et une fois transformé en émotion, si tout fonctionne bien, le cognitif, c'est-à-dire le cerveau 3, il a son directeur de cabinet qui s'appelle le thalamus. Donc, il contrôle l'information, il envoie au niveau du troisième cerveau, le cognitif, qui fait le pour et le contre, l'analyse consciente, la fonction consciente, la motivation, les sentiments et tout compagnie. Donc, à ce moment-là, la personne peut dire non en fonction de l'éducation. Oui, l'éducation est importante. Donc, quand vous voyez par exemple les conséquences pour nous, par exemple au cœur, au niveau macro-sociétal, la prise quand l'individu, il y a beaucoup plus d'individus où la prise de contrôle de leur inconscience et subconscient devient presque la règle. Il est fort à parier que ces individus soient potentiellement et structurellement transformés vers des fonctions primitives, c'est-à-dire de la violence, de la barbarie et compagnie. Mesdames et messieurs, peuple congolais, bon, pour éviter cela, nous ne pouvons pas gérer l'individu comme ça. L'individu est humain, est humain, oui, bien sûr. Il y a une âme, une conscience, un psychisme et tout ce qui est lié au troisième cerveau que je vous ai parlé, le plus gros, le cognitif. Mais non, aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, on est un peu démunis parce que et celui qui est à la tête du pays encourage tout justement la violence, la barbarie et autres. Donc, la problématique de la barbarie et de la cruauté qui se passe à la DGSE et surtout sur l'ensemble du territoire national, avec, n'oublions pas les bébés noirs, les katakata, les colonna, les milices comme les Kouba, les ninjas, les Zilou, et tout ce monde-là. Il s'agit bien sûr d'une entreprise de la sauvagerie et de la barbarie. Donc tout le monde est un peu entraîné. Donc aujourd'hui, pour réduire au silence toute cette violence, bien entendu, il faut tout justement chasser sa souche tout simplement. Parce que la problématique de la cruauté et autres qui touche les citoyens ordinaires est à la fois politique et morale, oui, mais aussi au niveau des droits. Donc nous sommes dans un pays où il y a le non-droit, où il y a la barbarie qui règne en maître. Mais comment vous allez traiter ce problème de la barbarie qui touche non seulement le droit, mais aussi, et oui, le droit pénal, mais aussi la morale et compagnie. Mais comment on peut être aujourd'hui au XXIe siècle, avoir ce niveau de cruauté et de barbarie sauvages? Il y a un problème. Bien entendu, ils sont entraînés. Donc nous devons repenser ces équilibres-là. Donc, la prestation des sceaux va se dessiner sur le niveau éducation. Oui, comme disait Emmanuel Kant, il disait que c'est tout justement là le rôle de l'éducation. Et la but premier de discipliner les instincts, c'est-à-dire de les réduire au silence, pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. Oui, bien sûr, il y a des réflexes qui sont déjà maintenant acquis à la violence, mais il faut réduire au silence ces réflexes-là par l'éducation, par le droit,
et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, je vous informe que la situation du Congo est de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Oui, parce que nous devons repenser la sagesse congolaise. Parce que la sagesse consiste à ne plus vouloir transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accepter ce qu'ils sont et à comprendre leur espérance de vie. Je dirais même que les Congolais aujourd'hui, celui qui a une âme et une conscience, il doit comprendre que les gens ne devraient pas toujours tant réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Ils devraient plutôt aujourd'hui plutôt penser à ce qu'ils doivent être. Comment être avec les autres dans le bien, avec les autres. Les barrières entre le bien et le mal. Donc, d'où l'enjeu de l'éducation. L'éducation en termes de transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice et du but même de la condition humaine. Oui, ou existentielle, comme le cadre de vie digne, la condition de vie digne. N'oublions pas les problématiques des devoirs et des mémoires. Donc, tout c'est un enjeu. Bien entendu, les tortionnaires, là, certains seront récupérés et recyclés pour aller et torturer ceux qui ont été les bourreaux du peuple. Donc c'est entre eux, mais d'autres qui seront recyclables, ils pourront être utilisés pour être rééduqués. Donc c'est un processus. Donc mon enjeu est d'éviter que Sassou Nguesso puisse détruire complètement la société profonde congolaise, c'est-à-dire au niveau du cerveau, au niveau des mentalités, habitudes et comportements, où tout le monde est désormais entraîné aux émotions, oui, bien sûr, par les sept occupations, oui, occupations médiocres, qui sont de la paresse intellectuelle, les églises de réveil, les veillées mortuaires, la sorcellerie, la paresse hygiénique, le tribalisme politique, la prise de civilisation et compagnie. Donc nous devons éviter ça, l'alcoolisme et compagnie. Donc nous devons reformer le Congolais de demain. Le Congolais de demain peut être réformé aujourd'hui sans que ça se dégage. Donc il est inutile d'engager des processus de réforme de l'individu tant que le dictateur est là, parce que la tête, elle est tuée là. Donc quand la tête sera celle qui pourrit les citoyens congolais, les tissus sociaux congolais, les citoyens congolais sera mis hors d'état de vie. Alors là, nous pourrons repenser le Congo de demain ensemble. Et bon vent au peuple congolais. Et je vous remercie. Et continuez à lutter. C'était qu'un cas de formation à la science. Et n'oublions pas que nous avons beaucoup de choses à avancer ensemble pour construire ce Congo-là de demain ensemble. Et merci beaucoup.